Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres. Inauguration de l'EduLab Monaco, vous saurez tout sur l'apprentissage du coding justement. Le Conseil économique et social des jeunes s'est réuni en milieu de semaine. Vanessa Dessy a suivi quant à elle la 9e édition du Futurum Award. Et notre Focus Info du jour sera consacré au centre de Lumbila au Burkina Faso. Inauguration ce matin du côté de la DENJS, la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en présence du Prince Albert II, de l'EduLab, un nouvel espace de formation, d'expérimentation, de création, basé sur l'échange et la collaboration, une nécessité pour faire entrer la principauté dans ce que l'on appelle l'e-éducation. Les explications sont signées Dominique Poulain. Les nouvelles technologies font partie de notre quotidien. EduLab, inauguré par le prince Albert II, était donc une condition nécessaire pour faire entrer la principauté dans une nouvelle ère de e-éducation, afin de préparer les générations futures au monde de demain. On n'enseigne pas à la fin des années 90 de la même manière qu'on enseignait au début du XXe siècle. Et donc il est légitime de considérer qu'on n'enseignera pas dans les années 2020, 25, 30 de la même manière qu'on enseignait dans les années 2000. Il faut donc qu'il y ait une adaptation et que cette adaptation, elle tienne compte des nouveaux outils dont on peut disposer, mais aussi de la manière dont les jeunes, les élèves, vivent, utilisent les outils numériques. Plus on se rapproche de leur, de leur manière de vivre le numérique, plus on sera mieux perçu, plus on sera adapté et on pourra personnaliser un enseignement, plus on sera efficace, plus ils auront de l'appétence à apprendre, mieux ils seront formés pour le monde auquel ils devront faire face dans leur âge adulte. Pour mettre en pratique ces nouvelles méthodes d'apprentissage des matières, une classe du futur vient d'être créée pour les professeurs. Située en dessous de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'EduLab est équipé d'un panel d'outils numériques les plus avancés pour acquérir de nouvelles compétences dans le domaine du numérique, pour développer et exploiter ces outils ainsi que les applications numériques et pour créer des contenus pédagogiques innovants. Quelque part, le numérique, par son émergence, par la manière dont les gens vont travailler, dont les élèves vont être équipés, les professeurs vont être équipés, les méthodes qu'on va déployer, vont permettre en fait de former dès aujourd'hui aux compétences, que ce soit la programmation, mais aussi le fait de comprendre et travailler dans un monde numérique, qui permettront à nos enfants d'avoir le plus d'opportunités dans le monde d'aujourd'hui et du coup d'avoir, quel que soit leur choix de carrière, des carrières qui leur correspondent et des carrières où ils sont à l'aise et où ils sont confiants. Les formations sont construites et assurées par différents formateurs ayant une grande expérience de l'intégration du numérique, en sollicitant au maximum la créativité et en respectant le rythme de chacun. L'idée ici, c'est de découvrir des langages de programmation pour comprendre les algorithmes. On est gouverné par les algorithmes. Si on n'explique pas aux enfants comment fonctionne ce monde, ils iront dans ce monde de manière passive. Notre rôle, c'est de le faire. Deuxième enjeu, c'est un enjeu économique. Aujourd'hui, on les utilise de plus en plus et les métiers vont être dedans. Aujourd'hui, la moitié des métiers de 2030 ne sont pas connus. Ils utiliseront ces algorithmes. On a un rôle à jouer sur ce plan. En résumé, EduLab propose toute une série d'exemples numériques concrets que les enseignants peuvent ensuite décliner dans leur classe. J'espère que tu as aimé mon histoire. Vous venez d'entendre parler de coding dans le reportage de Dominique Poulain. Eh bien, une équipe de Monaco Info s'est justement rendue du côté de l'école des Rêvoirs afin d'en savoir plus sur un cours de coding. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Les explications de Fabien Bonilla sur des images d'Olivier Bonello. Le coding, ou en français dans le texte, le codage, ou encore et plus simplement la programmation informatique. Eh bien, les élèves de la principauté sont sensibilisés au coding. C'est une matière enseignée régulièrement dès la dernière année de maternelle, ensuite en primaire et au collège. Ici, ce sont des élèves de CM2 à l'école des Rêvoirs. Ils participent par petits groupes à plusieurs ateliers. Les enfants font de la programmation, de la vraie programmation, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser un langage
très accessible pour eux. Donc ils sont en plein dedans maintenant. Donc c'est une nouvelle discipline comme les fondamentaux. Maintenant il faut que les enfants programment en transversal. Ça peut être dans plusieurs activités dans la semaine, mais maintenant la progression doit exister partout. Très bien. Connexion. Sandrine Korn est professeure des écoles et formateur en coding. Elle propose à ses élèves 4 ateliers. Un atelier avec Bluebot et l'utilisation d'une barre de programmation et de cartes séquentielles pour faire avancer un automate. Un atelier sur tablette avec de la programmation inspirée d'Angry Birds dont le but est d'aller vers la création de jeux vidéo. Un autre atelier toujours sur tablette avec de la programmation axée sur Minecraft pour permettre de se former à la construction de plans ou de monuments. Et enfin un atelier dit débranché sans aide numérique où il est question de codage. L'élève prend peu à peu un rôle plus d'acteur, ou au moins déjà il comprend, il n'est plus qu'un simple consommateur passif. Donc ça pour moi ça paraît essentiel. Derrière aussi on a tous les métiers de demain, donc il faut savoir déjà tous les métiers de demain on ne les connaît pas, mais très certainement ils auront trait quelque part à du numérique. Ils vivent également dans un monde entouré de numérique, donc pour moi c'est essentiel qu'ils en maîtrisent au moins une partie. Parce que ne pas comprendre le monde dans lequel on vit, c'est juste pas possible. Et qu'est-ce qui vous plaît quand vous faites ça ? Ça nous montre comment c'est dans l'ordinateur. Et aussi c'est de travailler autrement. En fait c'est un avec jeu l'intelligence artificielle. Là, on travaille en jouant entre guillemets. Tu sais à quoi ça sert tout ce que vous faites ? Ça sert à comprendre, à fabriquer des jeux vidéo, des films d'animation, et puis voilà, etc., etc. Les écoles de la Principauté ont reçu une dotation importante pour pouvoir enseigner cette matière, en tablette interactive par exemple, une 60aine uniquement pour l'école des Rêvoirs. Tous les professeurs ont été formés. Le coding n'est pas un effet de mode, mais une évolution logique de l'enseignement. Vous connaissez très certainement le Conseil économique et social, mais depuis quelques années existe aussi le Conseil économique et social des jeunes, afin d'impliquer la jeunesse de la Principauté à la vie de la cité. Ce conseil s'est réuni récemment. Fabien Bonilla vous livre plus de détails dans ce reportage. Ils sont une trentaine en seconde, en première ou en terminale dans les établissements de la Principauté. Ils participent cette année au Conseil économique et social des jeunes. Ces lycéens se sont retrouvés pour la première réunion dans les locaux du Conseil économique et social des adultes, si l'on peut dire. Le CES des jeunes a été créé en 2007 et cette expérience est renouvelée chaque année. Il s'agit là de la 13e édition. Pour le Conseil économique, c'est d'avoir des idées novatrices qui permettent à notre Assemblée de se renouveler et d'avoir la vision de cette jeune population qui existe à Monaco, tous ces lycéens qui sont pleins d'idées novatrices et qui ont surtout une vision particulière de la société civile. Après cette première réunion d'information, ces lycéens vont présenter des projets sous forme de vœux pour faire avancer la société civile et ainsi s'impliquer concrètement dans la vie de la cité. Ils seront invités à adopter ou à rejeter par un vote, après un débat, ces différentes propositions de vœux. Ces projets seront ensuite communiqués aux autorités du pays, telles que le Palais Princier, le gouvernement, le Conseil national et la mairie. Je pense que c'est très très intéressant et important de laisser la parole aux jeunes aussi, parce qu'on est très présent à Monaco, il y a le lycée Albert Ier, FANB, il y a beaucoup d'établissements, et je pense que c'est important d'avoir la nouvelle génération qui donne leur opinion et leur avis sur certains sujets, et ça aide à l'amélioration de la Principauté. Monaco est un des seuls endroits, en réalité, qui demande en fait l'avis à nous, enfin notre avis, et donc il nous permet d'organiser ces projets, de travailler, de faire un travail de groupe, et c'est déjà magnifique. Moi, c'est la deuxième année que je le fais parce que ça m'a plu beaucoup. Ce n'est pas juste théorique. Depuis 2007, de nombreux projets du CES des jeunes ont vu le jour, tels que le jardin des sens thérapeutiques au CR3, la lutte contre le tabagisme, notamment avec l'interdiction de fumer dans le parc Princesse Antoinette et au jardin exotique, ou encore un dernier exemple, la future navette maritime entre Monaco, Menton et Nice pour fluidifier le trafic routier. Tous ces projets concrets ont été proposés dans cette enceinte par la jeunesse monégasque. Direction à présent l'hôtel Fairmont où le souverain a assisté à la 9e édition du Futurum Award, l'occasion pour le prince Albert II de remettre un prix à un artiste de renommée internationale, Vanessa Desi. C'est une entité qui a pour but d'encourager et de promouvoir des projets futuristes dans tous les arts. L'association Futurum encourage la toute nouvelle génération d'artistes et de scientifiques au niveau international. Futurum, ça a commencé avec une intervention, une création vraiment.
création d'un opéra qui s'appelait Death and the Powers. On cherche les artistes qui renouvellent l'art, soit dans la musique, soit dans la sculpture, soit dans la peinture, soit dans les photographies, dans tout le monde artistique. Et on essaye de stimuler avec ça la jeunesse pour l'invention, pour la création, pour trouver des choses, des nouveautés. Depuis 2013, le conseil d'administration de l'association décerne le Futurum Award. Ce prix est symbolisé par une sculpture miniature, la vague de l'amour, conçue et réalisée par sa présidente. Cette année, le plasticien britannique et sculpteur d'œuvres monumentales, Anish Kapoor, était à l'honneur. Je pense que c'est très important de se retrouver ici à Monaco, car cet endroit si glamour est idéal pour le shopping. Et on commence à donner une place importante à la culture. Je pense que c'est une mission pour l'avenir, et le prince est probablement intéressé par cela. Je connais déjà Monaco, je suis venu dans les années 70, j'avais les cheveux longs tel un hippie, je me faisais arrêter par la police toutes les 5 minutes et je reviens ici pour recevoir un prix. C'est tellement différent comme contexte, je dirais. L'artiste Anish Kapoor est aussi bien connu en principauté pour son œuvre Sky Mirror, globe en acier exposé au centre de la place du Casino. Souvenez-vous, au mois de janvier 2018 était inauguré le centre polyvalent de Lumbila, situé au Burkina Faso. Il s'agit de l'un des plus grands projets de la Croix-Rouge monégasque. Connaissez-vous ses missions et surtout comment ce lieu a-t-il été accueilli par les Burkinabés? Élément de réponse dans ce Focus Info, signé Émilie Rousseau et Sylvain Perromal. C'est l'un des projets phares de la Croix-Rouge monégasque à l'international, sûrement l'un des plus ambitieux. Le centre polyvalent de Lumbila a une histoire toute particulière. Situé au Burkina Faso, c'est en Italie qu'il connaît une première vie. Il est alors le pavillon de Monaco à l'exposition universelle de Milan en 2015. Après 6 mois d'exploitation, il est démonté, transporté, puis reconstruit ici, à Lumbila, à quelques kilomètres de la capitale Ouagadougou, avant d'être inauguré en janvier 2018 par le couple princier et le président du Burkina Faso. C'est à ce moment-là que les Burkinabés ont pris conscience de l'importance du projet et du rôle qu'il allait jouer dans le pays. Je me rends compte qu'il a été très bien accueilli. Et au départ, on peut juste tout simplement dire qu'à un certain moment, ils n'avaient pas une idée de ce que ça représentait. Pour eux, c'était d'abord quelque chose d'étranger, mais ils ont vu à l'inauguration en fait que c'était un projet qui devrait être porté par les communautés elles-mêmes et ils ont très bien accueilli. Oui. À Milan, le pavillon faisait une surface de 1000 m². À Lumbila, c'est près de 7000 m² qui ont été aménagés sur un terrain de 6,5 hectares appartenant à la Croix-Rouge burkinabé. La Croix-Rouge qui organise ici des formations de secourisme, des camps vacances jeunesse et des séminaires. Plusieurs activités sous-régionales ont d'ailleurs déjà eu lieu. L'établissement a par exemple accueilli la première réunion panafricaine des experts en secourisme, réunissant ainsi 46 délégués de 28 pays. Ça représente beaucoup la Croix-Rouge burkinabé parce qu'elle attendait cette opportunité. Non seulement en termes de disponibilité de place, parce que le centre est vraiment bien équipé, avec toutes les commodités qu'il faut, mais également c'est une grande opportunité parce que ça permet aux autres sociétés nationales qui avaient ce besoin de se former là, de pouvoir venir et d'avoir un cadre qui répond vraiment à leurs attentes. Au regard des activités de la Croix-Rouge burkinabé, le centre de Lumbila tombe à point nommé. Le mouvement va ainsi pouvoir proposer un éventail plus large de formations à l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Des délégations qui pourront directement se restaurer et loger sur place au Dounia Hotel. Situé sur le site, l'établissement propose près de 70 chambres dans des conteneurs ou dans des constructions certifiées haute qualité environnementale. L'environnement, un aspect qui a grandement été pris en compte lors de l'élaboration de ce projet.
Pour ce qui concerne l'électricité, nous sommes principalement approvisionnés a priori par le solaire d'abord. C'est vrai qu'il y a la Sonabel en backup. Et puis nous avons également un grand groupe électrogène de 330 kVA, donc pour vraiment parer à toute éventualité. L'innovation, c'est véritablement cet aspect solaire-là. Ça ne court pas les rues à Ouaga, d'avoir un établissement qui produit de l'énergie solaire et puis photovoltaïque et puis qui est autonome à ce sujet. Donc ça satisfait pas mal de nos clients, en tout cas de voir cette autonomie-là. Et puis il y a aussi une certaine rationalité au niveau de la gestion aussi, pour ce qui concerne l'eau. Nous avons un forage, voilà, et rationalité parce que nous ne polluons pas l'environnement. Il y a un système de récupération des eaux usées et qui est réutilisé en second lieu pour pouvoir arroser tout ce que vous voyez comme plantes. Le traitement des eaux usées permet en effet d'arroser les cultures de ce groupement de femmes, un projet agroécologique soutenu par l'ONG Tamat et inspiré des techniques de Pierre Rabhi. Sur cet hectare de terre, ces habitantes de Lumbila produisent des légumes bio, notamment pour le restaurant du centre. Nous sommes très contents de pouvoir cultiver sur ces terres. Ainsi, nous ne sommes pas obligés de nous déplacer. Le terrain est proche de nos habitations et nous avons la garantie de l'accès à l'eau. Cela nous évite des frais comme l'essence pour faire fonctionner une motopompe. En plus, nous sommes situés dans un périmètre sécurisé, donc pas de problème en termes de perte de produits. Nous sommes ravis. Si d'un côté le centre de Lumbila a un impact positif pour la communauté, il est également une belle opportunité pour la jeunesse. Voici la première promotion du centre de formation hôtelier. 24 élèves, pour la moitié originaires du quartier, qui vont bénéficier de cours pratiques et théoriques ponctués de stages en entreprise. 10 mois de formation professionnelle avec à la clé l'assurance de trouver un emploi plus facilement. Ici, on n'a pas l'opportunité d'intégrer un groupe pour pouvoir suivre la formation. Et quand on m'a parlé de ça, je suis vraiment contente d'y participer. Au Burkina, ici, il y a beaucoup d'hôtels qui utilisent des gens, mais qui ne sont pas des professionnels. Donc là, c'est un produit qu'on va mettre sur le marché qui sera vraiment prisé. Opérationnel depuis quelques mois, le centre de Lumbila remplit tous ses objectifs et prouve qu'il est possible d'offrir une seconde vie à une structure déjà utilisée lors d'un événement de grande ampleur. Pionnier dans le domaine, la Croix-Rouge monégasque espère désormais que d'autres pays emboîteront le pas en pensant à des bâtiments réutilisables dans des projets de solidarité internationale. Information en bref pour terminer. Défaite de la Roca Team sur le parquet du Maccabi Rishon en Israël. Une ASM visiblement émoussée a pourtant signé une très grosse fin de match, remontant un débours de 16 points pour échouer sur les talons du vice-champion d'Israël. Une belle réaction qui n'a pas suffi à contrer le gros match du Maccabi. Et voici à présent vos prévisions météo. Les prévisions ne s'annoncent pas très clémentes avec un vendredi bien nuageux et un temps pluvieux samedi. La fin de semaine et le week-end sont donc placés, et c'est normal, sous le signe de l'automne. Si la pluie disparaît dimanche, les orages feront leur grand retour dès lundi. Ils s'intensifieront même mardi. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.